Un blanc américain, lorsqu'il est tué, là, en Palestine, c'est arrivé parce qu'un bulldozer l'a écrasé. Alors là, le monde entier en parle. Mais quand un Palestinien se fait tuer, ça arrive tout le temps, mais on n'en parle jamais. Bonsoir. Dans Kinoki, vous avez une larme là tatouée au coin de l'œil gauche. Vous dites c'est pour mieux exprimer ma souffrance. C'était en effet le reflet de ma souffrance et la souffrance que je ressens en voyant la folie autour de moi, les bombes qui tombent sur Bagdad, l'arme est justifiée. Alors Ken, vous êtes né en 1969, l'été de l'amour, le Summer of Love, en Californie, dans la Napa Valley, l'endroit où on fait du très bon vin. Enfant, vous n'avez pas été très aimé par votre père et c'est sans doute ce qui vous a laissé une haine viscérale de toute autorité et une vocation à soutenir le faible contre le fort. J'ai effectivement analysé mon enfance et vous avez en partie raison là-dessus. Mais enfin, ce dont je me souviens le mieux, c'est l'amour inconditionnel que ma mère m'a apporté. Et c'est cet amour que je ressens pour le monde, la famille humaine dans laquelle je vis aujourd'hui plus que tout. Alors, à la fin de vos études, vous exercez divers métiers, dont serveur dans un restaurant français à San Diego. Vous avez une vie assez facile, peut-être un peu trop facile. Et vous vous dites que l'armée pourrait vous ouvrir de nouveaux horizons et vous permettrait peut-être de faire quelque chose dans le monde. Donc, à 19 ans, vous vous engagez dans les marines pour défendre les valeurs américaines, la démocratie, la liberté. Et vous dites aujourd'hui, c'est la chose la plus bête que j'ai faite dans ma vie. Moi, je suis reconnaissant au fait que je n'ai tué personne, mais en même temps, j'ai participé à une chose que je trouve criminelle. Donc en 1991, vous vous retrouvez dans la guerre du Golfe, et là, vous découvrez que vous n'êtes pas là pour rétablir la paix, mais pour défendre les intérêts du complexe militaro-industriel américain, à commencer par ceux de la famille Bush. Mais surtout, vous découvrez, durant la guerre du Golfe, que l'armée américaine utilise de l'uranium appauvri contre les populations locales, et que finalement, les soldats américains ont en quelque sorte servi de cobaye. Et cette maladie, on l'a vu par la suite, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la guerre du Golfe. Est-ce que vous croyez que dans la guerre qui vient de commencer, de l'uranium appauvri sera également utilisé? J'en ai pas le moindre doute. Le Pentagone vient d'annoncer il y a quelques jours que l'uranium appauvri était sans danger et qu'il pourrait être utilisé. Alors là, vous quittez l'armée, vous rejoignez Greenpeace pendant 1 an. Vous devenez militant anti-guerre, pacifiste, et vous attribuez l'accouchement prématuré de votre femme avec un enfant mort-né aux expériences de l'armée américaine. Pourquoi? C'est pas de la paranoïa, ça? Il ne faut pas oublier que l'armée américaine ne nous a jamais prévenu que ces armes étaient utilisées et qu'il fallait rester à l'écart de tout cela. C'est en étant en présence de ce matériel qu'on a été contaminé. Ouais. Alors vous êtes très obsédé par ça, on le comprend évidemment, et vous collectionnez sur votre site internet des photos de fœtus irakiens irradiés. C'est vrai, parce qu'il faut se rappeler que quand j'étais en Irak, je me suis rendu dans un hôpital pour enfants à Basra, dans le sud de l'Irak, qui a été repris actuellement par les forces américaines, et j'ai vu des enfants mourir de leucémie, de cancers liés à l'uranium appauvri. Alors ensuite, vous inventez le concept de bouclier humain. En fait, c'est pas vous qui l'avez inventé. Au départ, c'est une idée de Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe. Lui, il avait mis des otages occidentaux sur les sites stratégiques. Vous, en fait, dans votre idée, les boucliers humains sont des volontaires, des Occidentaux qui vont en Irak, évidemment, par exemple. Et même au-delà des boucliers humains, votre idée, c'est la migration des Occidentaux. C'est-à-dire, vous dites que s'il y avait beaucoup d'Occidentaux qui étaient partis à Bagdad, vraiment des milliers, les Américains n'auraient jamais pu intervenir militairement. Le problème, c'est que pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe, si l'on est vraiment sérieux pour arrêter la guerre, il ne suffit pas de manifestations, de pétitions. Manifestement, ceci n'a pas suffi. Mais s'il y avait eu 10 000 personnes en Irak, je pense qu'on aurait pu arrêter les bombes. Alors, ces migrations de masse dont vous parlez, vous pensez qu'elles devraient avoir lieu, évidemment, en Irak, mais aussi en Palestine, en Tchétchénie, c'est-à-dire dans tous les points du globe où il y a des guerres, en fait?
Absolument. C'est-à-dire qu'on n'accorde pas à une vie non occidentale autant de valeur qu'à une vie occidentale. C'est-à-dire qu'un blanc américain, lorsqu'il est tué, là en Palestine, c'est arrivé parce qu'un bulldozer l'a écrasé, alors là, le monde entier en parle. Mais quand un Palestinien se fait tuer, ça arrive tout le temps, mais on n'en parle jamais. Alors vous lancez votre mouvement en Angleterre à travers une émission de la BBC. Et vous partez en Irak à la tête d'un convoi avec 2 bus à étage. Alors au départ, vous étiez 300, hein, à peu près, 300 boucliers humains occidentaux. Et puis quand le gouvernement irakien a cherché à vous placer sur des sites stratégiques, il y a eu des grandes discussions entre vous, entre les boucliers humains. Et il y en a une petite centaine qui est restée en Irak, qui a accepté d'aller là où les autorités irakiennes voulaient les disposer. Et il y en a d'autres qui sont partis, il y en a à peu près 200 qui sont partis. Vous êtes partis, mais le dernier. Il faut être clair, j'ai été expulsé. Et d'ailleurs, j'ai évité l'expulsion le plus longtemps possible. Enfin, je n'avais que 24 heures avant que les autorités irakiennes ne me découvrent. Et ils voulaient s'assurer qu'ils m'aient trouvé. Ils m'ont expulsé avec 5 escortes et 2 véhicules. Sinon, je ne serais jamais parti. Donc vous avez été expulsé le 8 mars. Pour vous, c'est un échec, cette opération? Ah non, non. Peut-être que cette fois, nous n'avons pas réussi, mais la prochaine fois, on arrivera à arrêter la guerre. Et je dis que nous pouvons arrêter l'occupation de la Palestine aujourd'hui, ce qui est ma prochaine priorité, dès que cette situation s'arrêtera d'ici quelques jours sans doute. J'accueille maintenant quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec vous. Voici Romain Goupil. Bonsoir. Question très simple, Romain Goupil. Est-ce que vous ne croyez pas que cette guerre va faire exploser le terrorisme? Loin de ça, c'est-à-dire que l'argument qui est utilisé, c'est de dire pour l'instant on n'a aucune preuve contre l'Irak, donc on ne peut rien faire. Ouais. Et quand on a trop de preuves, qu'est la Corée du Nord, avec des armes atomiques, on ne peut rien faire, c'est trop tard. Alors avant on n'a pas de preuves, c'est trop tôt, et après c'est trop tard. Ce qui se passe en Irak, ce qui est en train de se passer en Irak, c'est effectivement, il a des armes de destruction massive. Et j'espère qu'il ne va pas les utiliser contre les troupes anglo-américaines. Ça représente un danger pour son peuple, il l'a prouvé en 88 en les gazant, ça représente un danger pour les voisins, il l'a prouvé par 2 fois contre l'Iran et le Koweït, et ça représente un danger pour la communauté internationale. D'accord, moi je vous demande si ça va faire exploser le terrorisme. Non, ça ne va pas faire exploser le terrorisme, c'est essayer d'empêcher qu'à terme, ça devienne le collègue de Ben Laden. Vous ne pensez pas que tous les musulmans du monde vont se sentir solidaires de Saddam Hussein? Mais bien sûr que non. Demandez, mais enfin, il suffit de poser la question et de ne pas parler comme vous à la place des Irakiens. Prenez ce que disent les Irakiens. Saad Salam, qui est un cinéaste comme moi, qui a été torturé sous Saddam Hussein. Il est en France, il dit la principale arme de destruction massive en ce moment, c'est Saddam Hussein. Mais non, bien sûr, c'est pas Bush. Il faut être un peu réaliste. Quand on parle d'armes de destruction massive, si on veut parler de cela, il faut parler des États-Unis d'abord. Ce sont les États-Unis qui possèdent le plus grand nombre d'armes de destruction massive, plus que n'importe qui au monde. Ils dépensent des milliards, des centaines de milliards par an pour accroître leur arsenal d'armes de destruction massive. Et ce sont justement les Américains qui fournissent le monde entier avec ces armes de destruction massive. Les États-Unis ont utilisé 2 fois la bombe atomique. Et la deuxième fois était particulièrement criminelle parce que les Japonais étaient prêts à se rendre. Alors, qui faut-il désarmer? Saddam Hussein, on ne trouve pas d'armes chez lui. S'il y a un pays qui doit être désarmé, c'est les États-Unis, qui doit être désarmé maintenant. Il est en train... Oh, mais ne soyez pas... N'applaudissez pas quelqu'un qui est en train de défendre... Quelqu'un qui est en train de défendre un assassin. Il est en train de vous expliquer, mais il le défend. Il est en train de dire qu'il n'a aucune arme de défense. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il est en train de défendre l'assassin de son peuple. Il est en train de parler à la place des Irakiens et des Irakiennes. Il est en train de dire que Saddam n'a pas d'armes de destruction massive. Mais même les inspecteurs l'ont prouvé. Les inspecteurs l'ont montré et les inspecteurs veulent des preuves. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.